Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Annabelle Rondeau, coordinatrice du point de contact national énergie. Et je suis avec François-Xavier Testard-Vaillant, également point de contact national énergie. Et nous allons animer ce webinaire dédié à l'appel B43 2020, Upgrading Smartness of Existing Buildings for Innovations for Legacy Equipment. Donc, en préambule, quelques informations sur la façon dont va se dérouler ce webinaire. Donc, c'est un webinaire en 3 temps. Un premier temps sera considéré à quelques considérations générales et des rappels préliminaires sur H2020, le défi énergie, ces appels. Pendant le déroulé de ce premier point, n'hésitez pas à poser vos questions ou faire des remarques via le chat qui est à votre disposition sur le webinaire. Le second point sera consacré à la lecture, décryptage de l'appel, et ce second point sera présenté par François-Xavier. Là encore, pendant ce second point, n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons à l'issue de cette séquence lecture-décryptage. Enfin, un troisième point sera dédié à quelques conseils pratiques, notamment sur la façon de compléter son consortium avec des liens vers des sites internet utiles. Là encore, pendant ce dernier point, n'hésitez pas à formuler vos questions via le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Voilà, pour le déroulé de ce webinaire. Donc, je vous propose que l'on commence par les quelques rappels concernant Horizon 2020 et le défi énergie. Alors, le défi énergie, c'est donc un défi qui se situe dans les défis sociétaux et qui est doté pour la période 2014-2020 de près de 6 milliards d'euros. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce défi, c'est évidemment qu'il traite de plusieurs sujets, des réseaux, des stockages, des biocarburants, des renouvelables, mais c'est surtout qu'en fait, la façon dont c'est découpé le budget, notamment sur ces 3 dernières années, fait que l'année 2020 est une des années les plus dotées. Pour exemple, en 2018, le budget était de 537 millions d'euros et en 2020, il est de près de 623 millions d'euros. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à cela, c'est que 2020 est une année encore où il y a de nombreuses opportunités et qu'il faut rester mobilisé. Un point sur les différents types d'actions en fait, qui conditionnent les appels à projets dans Horizon 2020. C'est valable pour le défi énergie, mais également pour toutes les autres thématiques. Donc, vous le savez, les appels sont conditionnés par des actions. La première, c'est la Research and Innovation. C'est plutôt là, en l'occurrence, dans l'appel, on va vous demander de travailler sur des activités visant à établir de nouvelles connaissances, ou on va essayer d'inclure du développement et de l'intégration de technologies. Et pour ces activités, le taux de financement est de 100%. Pour les Innovative Actions, en l'occurrence l'appel sur lequel pour lequel nous vous proposons une lecture décryptage aujourd'hui est une Innovation Action. Là, on est sur des activités visant directement à produire des plans, on est sur du prototypage, de la démonstration, et les taux de financement sont de 100% pour le public et de 70% pour le privé. Le troisième type d'action, ce sont les Coordination and Support Action, donc les CSA. Là, ce sont des mesures d'accompagnement comme la standardisation, la dissémination, des actions de sensibilisation et de communication, de mise en réseau. Le taux de financement pour cette action est de 100%. Par rapport à ces taux de financement, en fait, il faut avoir en tête que les coûts indirects représentent 25% des coûts directs pour toutes les entités légales, hors sous-traitance et contributions en nature. Comment décrypter un appel? Alors, vous les avez vus, alors notamment, je prends un exemple dédié à l'efficacité énergétique. Les premières initiales, en l'occurrence pour l'énergie, LC signifie là au carbone. Ensuite, vous avez des initiales qui renvoient au défi sociétal. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le numéro 3, hein, puisque dans l'ordre qu'a établi la commission, l'énergie est numéro 3, d'où SC3. Puis, vous avez la thématique ou l'objectif en fait, de l'appel. En l'occurrence, ici, c'est un appel dédié à l'efficacité énergétique, donc B4E pour Buildings for Energy. Cette mention est suivie du numéro de l'appel. Alors pour cet après-midi, ça sera 3 mais pas 2, mais l'idée reste la même. Et l'année de clôture de l'appel. Un appel se présente en 3 parties. Vous avez tout d'abord une partie dédiée aux défis à relever, c'est-à-dire dans quel challenge
européen, voire international, s'inscrit ce défi. Ce défi est précisé par un périmètre où vous trouvez là l'indication des TRL. Sur l'exemple que je vous ai mis en ligne, c'est le TRL 7 qui est demandé. Et puis ensuite, vous avez l'indication du budget du projet, en l'occurrence 5 à 8 millions. Et enfin, on termine par les impacts attendus. Dans cette partie, on trouve également le type of action. Pour les impacts attendus, souvent, vous avez une liste. Et là, je vous invite à bien vraiment lire le texte. Soit il faut effectivement piocher parmi les impacts ceux auxquels vous pouvez répondre, soit la commission impose de répondre à tous les impacts. Et si elle l'impose, eh évidemment, il faut suivre au pied de la lettre le texte. Et puis, en fin de Work Programme, en fait, le document qui est établi tous les 2 ans par la Commission, vous avez aussi une indication sur le budget disponible par rapport à l'appel et la date limite pour soumettre votre proposition. Donc, je vous propose que l'on passe à la lecture décryptage de l'appel. Donc, je passe rapidement sur ces slides, en fait, sur les slides qui ont été présentés ce matin, pour en venir donc à notre objet sur l'appel B4E3 que François-Xavier va vous détailler. Bonjour. Donc, le titre de cet appel est Upgrading Smartness of Existing Buildings for Innovations for Legacy Equipment. Vous le savez probablement, mais vous le verrez si vous ne le savez pas encore, mais il est essentiel quand on répond à un appel à projet d'avoir une interprétation qui soit aussi proche que possible de celle de la Commission européenne. Et donc, dans ce titre, il y a plusieurs expressions importantes. Donc, il s'agit d'améliorer, et non pas de créer ex nihilo, l'intelligence, entre guillemets, de bâtiments existants. Donc, on n'est pas sur du bâti neuf, on est sur du bâtiment existant. Il faut que ce qu'on apporte soit innovant. Ça, c'est une caractéristique qui est inhérente au programme Horizon 2020. Tout ce qui est proposé par les porteurs de projets doit être innovant. Et par ailleurs, on s'attaque à de l'équipement, donc à de l'équipement existant. Donc là non plus, on n'est pas sur la définition d'un nouveau type de réfrigérateur, de pompe à chaleur ou de chaudière. On est sur l'utilisation, on verra à quelle fin, des équipements existants. Ça, c'est la page qui est consacrée par la Commission européenne à cet appel à projet. Et ça donne un certain nombre d'informations essentielles. Donc, ça reprend le titre, bien sûr. Ça définit le type d'action. Donc, comme Annabelle vous l'a dit, le type d'action définit d'abord le taux de subvention. Là, on est sur 70% pour les entreprises, quelles qu'elles soient, et pour 100% et 100% pour les académiques et toutes les entités à but non lucratif. Ce qui est juste en dessous de IA, Innovation Action, ça définit le type d'appel à projet. Est-ce qu'il s'agit d'un appel à projet en une phase ou en deux phases? Quelques appels à projets sont en deux phases, la très grande majorité est en une phase, celui-ci est en une phase, ce qui veut dire en clair que à la date de rendu, vous devrez envoyer à la Commission un document de 70 pages qui constituera le dossier qui sera évalué et qui vous permettra ou non d'accéder à la subvention. Puis vient la date d'ouverture de l'appel à projet, donc ça ouvre le 5 mars. Ça peut avoir un intérêt si vous êtes amené à prendre contact directement avec la Commission européenne. Il est beaucoup plus facile de prendre contact avec la Commission et de discuter avec la Commission avant l'ouverture officielle de l'appel à projet qu'après celle-ci. Et puis enfin, une information capitale qui est la date limite de dépôt. Là, elle est fixée au 10 septembre à 17 h. Et avec la date et l'heure de dépôt, la commission ne plaisante pas. C'est-à-dire que à 16h59, il est formellement encore possible, quoique très déconseillé de déposer, mais à 16h, à 17h01 seconde,
les serveurs sont définitivement fermés. On reviendra sur ce point, mais je me permets d'y insister une première fois. Il est vraiment essentiel, compte tenu, disons, des ennuis informatiques qu'on peut avoir en accédant au serveur de la Commission européenne, de déposer la veille, c'est-à-dire en l'occurrence le 9 septembre. Le 9 septembre, vous allez pouvoir déposer très tranquillement. Et ce qu'on vous conseille, c'est de déposer la version qui est à jour une journée avant la date finale. Si cette version n'est pas complètement finalisée, ça n'est pas gravissime. Ce qui est important, c'est de laisser une trace dans le cas, toujours possible, peu probable mais toujours possible, où vous auriez un ennui avec l'accès à l'Internet, par exemple, ou que la commission aurait les serveurs de la commission seraient surchargés. Voilà. Et puis l'avant-dernière information qu'on trouve sur cette page, c'est ce qui est intitulé Work Program, qui est ici. Et ça vous fournit la liste des appels à projets qui ont trait à l'énergie, globalement. Et donc, ça vous permet de regarder quels sont les appels à projets qui sont donc connexes de celui-ci. Et enfin, ça, c'est une information. Ce que vous voyez en rouge un petit peu plus bas, TRL 6.8 et subvention max 4 millions d'euros, ça, c'est une information qu'on a rajoutée, qui ne figure pas sur la page web de la Commission, mais qu'on trouve dans le texte de l'appel à projet. Mais c'est une information qui nous paraît suffisamment importante pour la mentionner immédiatement et elle éclaire en fait le reste de la présentation. Donc le TRL cible, c'est 6.8. Si vous n'avez pas si vous ne manipulez pas les TRL au sens de la Commission, hein, et non pas au sens de la NASA ou avec d'autres interprétations, regardez spécifiquement ce qu'est la définition des TRL de la commission, pour la Commission. En l'occurrence, 6.8 veut dire qu'on va passer de quelque chose qui est... Enfin, là, il s'agit d'objets de recherche qui sont tout à fait finalisés. On n'est plus au niveau du laboratoire. 7, c'est la démonstration de la technologie, donc qui est la moyenne entre 6 et 8, c'est la démonstration de la technologie dans un environnement réel mais contrôlé. 8, on est quasiment sur le marché, 9 étant sur le marché, mais la Commission ne subventionne pas les innovations qui sont d'ores et déjà commerciales. Et enfin, le montant maximum de subvention, lui, donne des informations sur, disons, le périmètre budgétaire qui va être celui du projet. Imaginons que tous les acteurs de votre consortium soient des industriels, donc financés à 70%, ce qui est le meilleur ou le pire des cas, comme on veut en termes budgétaires. Donc ça veut dire un montant de budget de l'ordre de 5 millions d'euros. Vous avez un projet dont le périmètre budgétaire est 5 millions d'euros, entre 4 et 5 millions d'euros en fonction de la composition de votre consortium. Voilà. Donc, comme Annabelle l'a rappelé, les appels à projets sont toujours structurés de la même manière. D'abord, une liste de défis, puis des éléments de contexte, puis enfin, ce qu'attend la Commission européenne. Donc, pour simplifier cette présentation pendant le webinaire, on a extrait de l'appel à projet quelques paragraphes qui nous paraissaient particulièrement pertinents. Et au sein de ces paragraphes, quelques expressions qui nous paraissent refléter, disons, l'intention de la Commission européenne. Donc, ce qui intéresse la Commission, c'est euh, disons, le patrimoine des bâtiments existants aujourd'hui sur le territoire de l'Union. Et pour ces bâtiments, ce qui l'intéresse, c'est d'améliorer leur efficacité énergétique. Euh, Vous le savez peut-être, la Commission s'était fixé il y a quelques années un objectif dit 20-20-20 et l'un des 3-20 était d'accroître significativement avant 2020 l'efficacité énergétique des bâtiments. Et cet objectif est malheureusement loin d'être atteint, ce qui fait que la Commission consacre pas mal d'appels à projets, dont celui-ci, à améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble des bâtiments existants. Il y a également des appels à projets pour le bâtiment neuf, mais cet appel à projet traite, lui, du bâti existant.
Et donc, il s'intéresse à l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment dans la perspective de l'intégration de ces bâtiments au système énergétique européen. Ce qu'attend la Commission au travers de cet appel, c'est d'équiper les appareils existants, les équipements existants, de dispositifs innovants qui rendent le bâtiment, entre guillemets, intelligent. Intelligent au sens que peut donner à ce mot les occupants, les habitants de ces bâtiments, mais aussi au sens que le réseau électrique peut donner à cette expression. C'est-à-dire que cet apport, notamment en termes de factures énergétiques des occupants, notamment en termes de factures énergétiques des occupants, mais également faciliter la gestion du réseau énergétique, notamment dans la perspective de l'intégration de plus d'énergies renouvelables intermittentes. Voilà. Donc, ce qui est demandé maintenant, ce qui est demandé, donc disons, la manière dont la Commission voit le traitement du problème, c'est au travers de projets qui développeront, donc là on est dans l'innovation, et démontreront des solutions qui permettent de réduire l'impact carbone des bâtiments et qui permettront au réseau électrique d'interagir intelligemment avec ces bâtiments. Et la Commission explicite ça en disant qu'il s'agit euh, de rendre les bâtiments plus efficaces en termes énergétiques, de leur donner une certaine forme de flexibilité, voire de leur permettre de devenir des producteurs d'énergie et éventuellement de stocker de l'énergie et en particulier de l'électricité. Et ça, sur la base de ce que souhaitent d'une part les habitants et de ce qu'attend le réseau électrique. La phrase suivante précise que les bâtiments peuvent être ou résidentiels ou tertiaires ou les deux. Le paragraphe suivant précise un petit peu les choses. Donc là, on sait qu'il faut maintenant prendre ces bâtiments intelligents, euh, prendre en compte les desiderata des habitants et ou des personnes qui travaillent dans ces bâtiments, s'il s'agit de tertiaires, mais également de satisfaire disons, aux besoins, notamment en termes d'effacement, par exemple, du réseau électrique. Et ce qu'attend la Commission, c'est qu'on explique comment, non seulement que ça va marcher, mais comment ça marche et pourquoi ça marche. Et donc en particulier, elle parle de moyens de contrôle, de moyens de mesure. Donc smart metering fait référence évidemment aux compteurs intelligents et à des équipements qui soient eux-mêmes rendus ou disons, modifiés pour être intelligents, c'est-à-dire pour pouvoir interagir. Et ça de manière sans couture, sans qu'il y ait de rupture. Voilà. Les trois paragraphes suivants donnent plus de précisions sur ce qui est attendu au-delà des développements technologiques. Ce qu'attend la Commission, donc, c'est également que les solutions proposées aient une forme de viabilité économique. D'où la nécessité de développer, au-delà des technologies, des modèles d'affaires qui soient compatibles avec l'environnement économique courant, que ce soit du côté des occupants des bâtiments ou du réseau électrique. Et en plus de ces modèles d'affaires, la Commission explique qu'elle attend des partenaires principaux. Donc là, on peut penser par exemple à des bailleurs sociaux, des associations de locataires, par exemple, ou des réseaux de distribution de l'électricité. Elle attend d'eux qu'ils démontrent que les solutions qui vont être
exhiber, démontrer, proposer et démontrer dans ce projet soit intégré à son propre modèle d'affaires, voire à sa propre offre commerciale. Il va de soi que ça n'est pas réclamé il n'est pas réclamé que le réseau que le distributeur d'électricité intègre ce type de solution pendant l'appel à projet, mais il faut qu'il fasse la démonstration que euh, ça, ce type de solution fait partie de sa stratégie naturelle, qu'il ne s'agit pas d'une rupture stratégique. Le paragraphe suivant explique que les modèles d'affaires, les stratégies d'exploitation euh, visent à, visent à élargir le marché pour ce type d'innovation. Si on explique, si un projet se focalisait sur les, comment dire, les, les, les maisons individuelles à la périphérie des villes de la Scandinavie, ça ne répond pas à l'appel à projet. Ce qu'on attend, c'est de ce projet, c'est une offre suffisamment large pour pouvoir être réplicable sur une part significative du territoire de l'Union. Par contre, ça n'empêche pas de viser un type particulier de bâtiment, par exemple les immeubles de bureaux, par exemple les logements sociaux. Et enfin, il faut montrer que ces innovations sont en phase avec les tendances actuelles de l'évolution du marché de l'électricité. Donc le marché de l'électricité évolue continuellement, notamment sous la pression régulatoire et réglementaire de la Commission européenne. Donc il faut montrer il faut avoir connaissance, disons, de la tendance de ces évolutions, la prendre en compte pour sélectionner les innovations qui sont en phase avec ces tendances. La Commission rappelle qu'il faut faire disons, un juste équilibre, il faut un juste équilibre entre disons, un optimum économique et un optimum ergonomique. Et enfin, elle réclame des formes d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'elle ne s'attend pas à ce que cet appel à projet soit focalisé autour de l'équipement ou de dispositifs de tel ou tel équipementier spécifique. Elle, elle s'attend à minima à ce à ce que les solutions proposées soient interfaçables avec plusieurs offres commerciales. Ensuite, on en vient à la partie des résultats attendus. Et donc, ça disons, le transparent précédent, lui, vous donnait une idée assez macroscopique de ce qui était le contexte dans lequel la Commission a publié cet appel à projet, et ça donnait et ça induit une forme de consortium. Ça dit à peu près quels sont les acteurs qu'on va attendre dans le consortium. Dans cette partie résultats attendus, et spécifiquement pour cet appel à projet, ce qu'on ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut impérativement que les actions, que les tâches que vous allez mener pendant ce projet vous permettent de répondre à ces à ces 5 questions. Et il faut que dans le document que vous allez remettre à la commission le 10 septembre avant 17 heures, vous ayez indiqué quelle est votre cible en termes, par exemple, de réduction de la consommation d'énergie primaire. Et ça exprimé en gigawattheures par an pendant la durée du projet, mais également au-delà du projet. Donc évidemment, tous les engagements qui sont au-delà du projet disons, ne ressortissent pas un engagement contractuel. Il s'agit d'un engagement moral, disons, qui permet à la Commission d'évaluer l'incidence de votre projet sur les économies d'énergie que l'Union en tant que telle pourrait être amenée à réaliser. Le second, le second point, qui est, disons, quasiment dual du premier, c'est en quoi ces innovations vont permettre euh, d'accroître significativement les investissements des propriétaires, des bailleurs sociaux, voire des locataires,
en termes d'efficacité énergétique. Et là encore, on vous demande de chiffrer ça en millions d'euros. On est sur des indicateurs quantitatifs. Euh, sur le dernier point, la réduction des gaz à effet de serre, là, on vous demande également combien de tonnes de CO2 ou d'équivalent tonnes de CO2 seront économisées par an, mais il y a également un indicateur sur les, les autres formes de polluants. Et donc là, la Commission s'intéresse à la qualité de l'air et en particulier à la qualité de l'air intérieur. Voilà. Je passe. Alors, on va prendre un temps pour les questions et on a eu une question en fait sur savoir si les réseaux de chaleur sont exclus ou pas de l'appel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Ils sont pas, les réseaux de chaleur ne sont pas exclus, hein, parce qu'on parle bien de système énergétique. Par contre, quand il s'agit, quand on parle d'équipement dans la maison, euh, il s'agit d'améliorer, disons, de faire en sorte que les équipements de la maison vont permettre de réduire la consommation énergétique. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets-là, mais il me semble que les réseaux, qu'il y a peu d'interaction entre euh, le réseau de chaleur et le consommateur final. Alors que pour le système électrique, il y a infiniment plus d'interaction et d'interaction quasi instantanée. C'est-à-dire que euh, un défaut de production électrique peut, disons, inciter l'opérateur du réseau électrique à solliciter les utilisateurs et à leur demander de s'effacer. Il me semble qu'on n'est pas dans ce cas-là pour les réseaux de chaleur. Est-ce que ça a répondu à votre question? Donc, si ça n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous en faire part ultérieurement et j'essaierai. Alors, on a une autre remarque où une personne indique qu'il est nécessaire de préciser les business models ensuite par l'un ou l'autre des partenaires. Pourtant, vous évoquiez l'importance que les innovations puissent être déployées à des tiers au sein de l'Union. Comment concilier développement d'un équipement et déploiement libre? Alors, ce qu'attend la Commission européenne de ce type d'appel à projet, et c'est assez rare, mais c'est explicitement dit, c'est que les acteurs principaux, c'est-à-dire le noyau du consortium, s'engagent d'une certaine manière à intégrer ces innovations à un modèle d'affaires. Mais il va de soi que via cet appel à projet, un équipementier ne peut pas capter 4 millions d'euros de subventions. On est quand même sur des appels à projets collaboratifs. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une forme de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on réclame à la fois d'accroître, disons, d'élargir la palette technologique et commerciale d'un acteur industriel, et d'autre part, de faire un projet collaboratif. Oui, mais c'est comme ça. Euh, donc, la manière dont la Commission se sort de ce type de dilemme, c'est en disant il faut que les innovations qui vont être développées soient interopérables avec d'autres solutions, éventuellement d'autres solutions concurrentes. Concernant le diaporama, oui, vous allez le recevoir et en fait, le webinaire sera en ligne, donc on vous enverra les liens pour réécouter le webinaire si vous le souhaitez et revoir les slides. Il n'y a pas de souci. Je me permets de revenir sur le commentaire ou la question de Xavier Faure. Euh, comment dire euh, Il va de soi, mais ça vaut peut-être le coup de le rappeler, que euh, les résultats d'un appel à projet européen ne sont pas tous publics. Il va de soi que si pendant la réalisation d'un projet,
des innovations sont, sont élaborées, si des dispositifs sont mis en place, ils sont protégés par la propriété, par les règles de la propriété intellectuelle, et que seuls les acteurs qui ont contribué à l'élaboration et à la mise en place de ces dispositifs ou de ces innovations pourront en bénéficier. On n'est plus du tout comme du temps disons, des programmes cadres 6 voire 7 sur des modes où ces appels à projets viseraient à accroître la connaissance universelle. Là, depuis 2014 à minima, et peut-être un petit peu avant, l'objectif de la Commission européenne est de renforcer, sur ce type d'appel à TRL élevé, hein, et de renforcer la compétitivité industrielle des acteurs économiques de l'Union. Je vous propose qu'on avance et qu'on passe à notre troisième partie. Évidemment, si vous avez encore des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les publier via le chat. Donc, la troisième partie sur quelques recommandations pratiques. Et je laisse la parole à François-Xavier. Donc là encore, il s'agit de remarques que probablement la plupart d'entre vous connaissent, mais qui nous semble bon de rappeler. Le premier point, c'est que ce qu'on vous conseille, une bonne pratique que nous vous conseillons, c'est de rédiger un papier de cadrage. Un papier de cadrage, c'est la mise noir sur blanc de votre interprétation de l'appel à projet. Comment vous comprenez l'appel à projet? Et ça vous permet, si vous êtes coordinateur du consortium, de faire circuler ce papier auprès des partenaires que vous allez solliciter ou des partenaires qui souhaiteraient rentrer dans votre consortium. C'est un moyen d'être d'accord dès le départ sur les grandes lignes du projet. Le second point, une fois qu'on a réalisé ce papier de cadrage, donc ce papier de cadrage, il permet encore une fois de constituer le cœur du consortium, hein, ce que l'appel à projet appelé les key partners. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut mettre en place un rétro-planning. Ça paraît complètement évident ou banal de dire que dans un processus de projet, parce que c'est un processus de projet, monter un projet européen, c'est un projet en soi. Ça paraît banal de dire qu'il faut un rétro-planning, mais néanmoins, il y a une spécificité de ces projets-là, c'est que très souvent, les membres du consortium qui montent le projet ne se connaissent pas ou ne se connaissent pas tous en tout cas. Ils appartiennent à des sphères différentes, des académiques, des industriels, des petits et des gros industriels, des ONG, des villes, des bailleurs sociaux. Tous ces gens-là n'ont pas la même culture de projet, les mêmes temporalités, et donc élaborer puis partager un rétro-planning permet de mettre tout le monde au diapason et d'être à peu près certain que on arrivera à déposer un dossier de qualité à la date indiquée par la Commission européenne. Alors quand on dit un dossier de qualité, ça veut dire un dossier dont les trois parties, la partie excellence, hein, qui doit démontrer grosso modo le fait que les solutions qu'on propose non seulement répondent à l'appel à projet, mais également constituent une avancée en termes de technologie, constituent bien au-delà de l'état de l'art. Une seconde partie qui présente le programme de travail, mois par mois, voire semaine par semaine, et qui détaille au sein des différents lots chacune des tâches, l'attribution des tâches, l'agencement des tâches, les relations entre les tâches. Et puis une troisième partie, la partie qui s'appelle implémentation, mise en œuvre, elle, elle va s'attacher à démontrer que le consortium dans son ensemble, considéré comme un tout, sera en capacité d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, que les lots, les différentes tâches sont atteignables, ou les cibles de ces lots et de ces différentes tâches sont atteignables dans le temps qui est imparti au projet, en général 36 mois. Et de surcroît, individuellement, chacun des participants a la capacité économique, technologique, intellectuelle de réaliser la tâche spécifique qui lui a été confiée.
Donc, ce qui nous semble important, c'est, disons, un mois avant ou 3 semaines avant la date limite, histoire de se laisser un petit peu de temps de réaction, faire relire sur le fond, quelle que soit la forme, faire relire sur le fond l'ensemble du dossier par quelqu'un qui est un expert du domaine ou d'une partie du domaine, en le faisant travailler à partir de la grille d'évaluation que la commission fournira aux évaluateurs qui, in fine, auront à déterminer si le projet doit ou non être financé. Et cette grille d'évaluation, elle est une forme d'examen à blanc et elle permet aux coordinateurs et à l'ensemble des partenaires de savoir ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'est pas disons, suffisamment facilement compréhensible par un évaluateur, sachant qu'un évaluateur passe en moyenne 3 ou 4 heures par dossier 70 pages. Voilà. Enfin, il nous semble important également, après cette revue, disons, sur le fond, 3 semaines ou 4 semaines avant la date de dépôt, de lisser la forme. Et là, très sincèrement, le fait de faire relire l'ensemble du dossier, disons, une semaine avant par un anglophone natif, constitue un avantage considérable. On peut faire ça, disons, entre 3-4 jours, une semaine avant, histoire de se laisser un petit peu de temps pour avoir un beau dossier à la fois bien structuré et facile à lire. Un dossier qui raconte une histoire et une histoire dans un anglais qui soit aussi fluide que possible. Oui, non, pardon, oui, juste un tout dernier point. Comme je vous le disais au départ, il nous semble essentiel, vraiment essentiel, et je vous le dis pour n'avoir pas suivi cette règle et m'en être mordu les doigts, il est essentiel de déposer le dossier tel qu'il est la veille de la date. Si par extraordinaire, ou votre ordinateur, ou votre connexion à l'Internet, ou les serveurs de la commission avaient un problème, vous auriez une version préliminaire déposée. Et très sincèrement, les différences entre la veille au soir et le lendemain à midi sont souvent pas suffisamment significatives pour représenter un danger dans le cas où on ne peut pas déposer. Donc, on peut faire là ou un petit pas en arrière ou un petit pas en avant. C'est-à-dire si vous avez un projet, si l'appel à projet que vous avez trouvé vous convient, parfait. Mais sinon, n'hésitez pas à regarder les projets connexes de l'appel à projet que vous avez identifié. Et pour cela, quelques conseils de bon sens. Vous pouvez bien. Le plus simple, c'est d'aller voir le portail horizon2020.gouv.fr, qui est le portail français officiel du programme Horizon 2020. Là, vous trouverez toutes les informations concernant les appels à projets. Vous ne trouverez que des informations validées et des liens qui fonctionnent vers des pages qui sont à jour. Et vous y trouverez en particulier, compte tenu du fait que ce site couvre l'ensemble du programme Horizon 2020, vous trouverez une section qui ne concerne que les appels à projets en lien avec l'énergie. Si la lecture de ces appels à projets vous pose problème ou question, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un des points de contact nationaux français pour l'énergie. Vous trouverez la liste de ces personnes à laquelle Annabelle et moi dont nous faisons partie. Vous trouverez nos coordonnées, nos noms, nos prénoms, nos emails, nos numéros de téléphone. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez besoin de le faire. Et par ailleurs, vous pouvez vous adresser à l'ensemble des points de contact dans leur ensemble en utilisant l'adresse pcn-energie@recherche.gouv.fr. Et enfin, une information qui vaut ce qu'elle vaut. Depuis quelques semaines, un moteur de recherche expérimental est pour l'instant gratuit et disponible. Et vous trouverez, il s'appelle Kayla,
et vous trouverez le lien sur la présentation que nous vous enverrons au terme de ce webinaire. Je vous propose que nous continuions sur un point qui est fréquemment abordé par la communauté. On a souvent, nous, PCN, des questions relatives au consortium et au fait qu'on souvent vous souhaitez compléter votre consortium, il vous manque une ou des compétences. Donc on va essayer de manière pratique de vous indiquer en fait comment procéder via quelques liens web assez précieux. Le premier site en fait qu'on vous conseille de consulter, c'est WebGate, sur lequel vous avez tous les projets acceptés par la commission, les projets H2020 acceptés par la commission. Et en fait, ça vous permet j'allais dire, de regarder un petit peu en arrière ce qui s'est fait sur des appels similaires à celui pour lequel vous souhaitez déposer un projet et de voir notamment quel partenaire ou quel participant il y avait sur ce projet. Donc, on va prendre un exemple concret. Admettons que vous ayez repéré un appel efficacité énergétique en 2015 qui soit similaire à celui que vous souhaitiez déposer. Vous connaissez le code de l'appel. Donc, vous allez sur le site et vous tapez dans la rubrique à droite sur l'écran, dans Topic Code, le code de l'appel. Et là, vous allez voir apparaître ensuite, à gauche, les sujets, enfin les appels qui ont été financés. Donc, vous cliquez sur cette partie et vous avez ensuite le détail, les 3 appels qui ont été financés. Sur votre droite, vous voyez quelque chose qui est en bleu et qui est Cordislink. Alors Cordislink, c'est un autre lien de la commission qui détaille cette fois-ci les projets, c'est-à-dire il va détailler le résumé. Vous allez avoir un résumé du projet, vous allez avoir la date à laquelle il a commencé, la date à laquelle il s'est terminé. Si justement le projet s'est terminé en 2018 voire 2019, vous pouvez supposer que les partenaires impliqués dans ce projet seront pourquoi pas disponibles pour le vôtre, pour tenter qu'il soit, si tant est qu'il soit proche du sujet que vous souhaitez déposer. Donc en cliquant toujours sur Cordis et en descendant avec la souris, vous voyez le lien, la liste des partenaires, le coordinateur, en l'occurrence là il s'agit pour le projet Abracadabra d'un coordinateur italien. Vous voyez la contribution de l'Union européenne, de la Commission européenne pour chacun des partenaires. Donc ce sont des informations précieuses sur la façon dont a été constitué le consortium, qui y a participé. Ici, je vous ai mis de manière plus précise le détail avec en gras les industries, les PME, car c'est aussi une question récurrente, à savoir comment puis-je, ou avec quelle PME, quelle entreprise puis-je déposer un appel à projet ou répondre à un appel. Vous avez également sur le site en fait, de la commission, là où vous trouvez l'appel, une rubrique en dessous de l'appel qui s'intitule Partner Search. Dans cette rubrique, vous avez, en l'occurrence, pour l'exemple que je vous montre, 83 références, c'est-à-dire qu'il y a eu 83 dépôts d'annonces ou de personnes qui se disaient intéressées par l'appel, mais qui pouvaient chercher telle ou telle compétence pour compléter leur consortium. Donc là aussi, c'est un autre biais pour trouver des participants ou des personnes qui souhaitent participer à votre projet. Un autre lien utile, donc on vous a dit qu'il existait en France plusieurs réseaux de PCN. François-Xavier et moi-même faisons partie du PCN Énergie. Sachez qu'au niveau européen, il y a une coordination des PCN Énergie qui existe et un site internet qui est dédié à tout ce qui se fait au niveau des énergies du côté des PCN. Et ce site propose aussi une rubrique Partner Search sur laquelle vous pouvez voir, au regard d'un appel bien précis, les offres de compétences ou les besoins de telle ou telle entité ou organisme. Donc, je vous invite aussi à consulter ce site qui est très bien fait. Et puis, vous avez aussi le site franco-français horizon2020.gouv.fr sur lequel vous pouvez aussi regarder ou déposer les annonces qui sont faites au niveau français. C'est toujours intéressant de voir quels sont les acteurs qui se préparent à répondre à tel ou tel appel. Et enfin, juste un dernier point sur les points de contact nationaux. Donc, François-Xavier l'a rappelé, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail générique. Donc, je vous propose qu'on réponde aux questions qui nous sont parvenues dans cette troisième partie. Donc, il y avait une première question sur savoir s'il y avait un avantage important dans ce domaine, un avantage financier notamment à être coordonnateur. Pour utiliser une métaphore culinaire,
quand on est celui qui tient le couteau pour découper le gâteau, on peut avoir tendance, si on est gourmand, à se découper une part plus importante que celle que les autres. Plus sérieusement, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est le coordinateur qui, disons, qui définit l'esprit dans lequel le projet va avoir lieu, donc qui impose dans une certaine mesure son interprétation de l'appel à projet. Et évidemment, comme c'est lui qui va créer le noyau de consortium, le noyau du consortium, c'est lui qui choisit les partenaires en fonction de leurs compétences, de ses affinités avec lui, et en particulier, c'est lui qui définit le budget. Donc, ce qui se passe très très souvent dans un terrain, c'est que le coordinateur est l'unique coordinateur est l'unique interlocuteur pour les questions budgétaires des autres partenaires. Les négociations sont jamais multilatérales ou très rarement multilatérales, elles sont toujours bilatérales. Donc en tant que coordinateur, vous avez la main sur non seulement le budget, mais également disons, le fond le, le fond du dossier et le type et le type de partenaires qui vont intégrer. Donc ça vous donne un avantage significatif, effectivement. Pour répondre à la question sur la présence d'un partenaire pouvant faire appel à une application militaire au sein de l'advisory board, à vrai dire, j'ai du mal à saisir ce que veut dire une application militaire au sein. L'advisory board, habituellement, c'est un comité d'experts qui est ajouté au projet, dont les membres ne sont pas rémunérés pour ce faire, ou en tout cas qui ne sont pas partenaires du projet, et qui, disons, sert d'instrument de pilotage, de guidage et de justification. Donc, à mon sens, il n'est pas impossible. Sur un appel à projet comme ça, imaginons que vous souhaitiez monter un projet qui permette de rénover des casernes. Il va de soi qu'avoir dans l'advisory board un responsable immobilier de l'armée allemande, par exemple, ou de l'armée belge, s'il n'y a pas de partenaire belge, fait sens. Donc, il n'y a pas de difficulté à intégrer un partenaire militaire pourvu que le projet ne développe pas de système d'armes, bien sûr, ou d'objets de ce type-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes si vous souhaitez poser des questions sur l'une des 3 parties ou si un point ne vous a pas semblé clair, profitez-en. En attendant que quelques questions se rédigent, donc comme je vous l'ai indiqué au cours de la présentation, vous allez recevoir d'ici quelques jours le lien vers la présentation slide ainsi que le lien vers ce webinaire en fait qui a été enregistré. Donc vous pourrez réécouter ce webinaire. Donc je vous envoie le lien sur lequel vous pourrez télécharger tout ceci. Et par ailleurs, je me permettrai de vous envoyer par mail un petit sondage pour savoir si vous avez été satisfait de ce format, puisque pour nous, PCN Énergie, c'était une première. Et si vous souhaitez renouveler l'expérience, et si oui, sur quel appel à projet. Donc, je vous proposerai un petit vote par rapport aux appels restants du programme Énergie 2020. Donc, on n'a pas eu d'autres questions, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Évidemment, on reste à votre disposition comme indiqué et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir.